Bien, bonjour à tous et merci d'avoir accepté ce débat qu'on appelle le débat des présidents dans le cadre du Grand Forum du patrimoine. Donc, nous avons réuni pour cet échange David Charlet, qui est le président de l'ANACOFI, Jean-Luc Delsol, qui est le vice-président de la CNCGP, Philippe Feuille, président de la compagnie des CGP SIF, et Stéphane Fantouze, le président de la CNCEF, Assurance et Patrimoine. Merci d'avoir accepté ce débat. Et puis, parce que cette circonstance, je vous souhaite à tous d'excellents vœux de prospérité pour cette nouvelle année. Voilà pour l'introduction. Alors, puisqu'on est dans les vœux, après une année qui a été tout de même assez rugueuse, j'aimerais savoir comment vous avez perçu cette année, comment vos adhérents l'ont vécu, quelle remontée avez-vous de vos troupes. David? Bonjour à tous, très bonne année à tous, en tout cas aussi bonne qu'elle pourra être. Euh, Écoutez, je pense que rugueux était le terme, vous avez employé le meilleur terme qu'on puisse trouver. C'est une année rugueuse. Nous avons quand même la particularité de représenter des métiers qui ne sont pas, qui ne subissent pas une crise aussi forte que d'autres. Donc, ils sont, et les statistiques que nous avons, puisque nous avons fait un sondage auprès de nos membres et on a essayé après même le sondage de les écouter au mieux et de tirer quelques conclusions par période. Et il y a vraiment plusieurs périodes dans cette année. La conclusion que l'on en retire, c'est la première chose, 50% disent qu'en fait l'année n'aura pas été catastrophique, voire elle aura été, si on parle de chiffre d'affaires, aussi bonne, voire meilleure, mais ça signifie que pour la première fois depuis presque 10 ans, pour 50%, ça ne sera pas le cas. Ceux qui estiment être vraiment dans une situation de crise lourde, c'est à peu près 7% des membres, ce qui est pas délirant, ça, c'est un peu plus que ce que l'on a dans d'autres années, comme entreprises qui sont en risque. Sauf que cette année, la cause, c'est plus la crise qu'autre chose. Euh, et avec un autre phénomène qui est intéressant, c'est que certains de nos membres, enfin beaucoup de nos membres nous ont dit que le principal problème, c'était la création de nouveaux clients. Travailler avec les anciens clients, ceux que l'on avait déjà, n'était pas un gros problème, mais générer de nouveaux clients était la difficulté. Voilà ce qu'on peut en retirer. En fait, on a un peu l'impression d'une année où, en plus de tout, et je vous disais, on a plusieurs phases, ça a été successif. On a l'impression qu'on essayait de marcher, mais qu'on prenait des bâtons dans les roues périodiquement sur le chemin. Et on a essayé de résoudre les problèmes qui apparaissaient au fil de l'eau dans nos métiers comme dans d'autres, mais avec quand même un élément majeur, c'est que nos métiers sont pas fautifs et sont éléments de la solution pour leurs clients tout au moins, ce qui fait que beaucoup d'entre eux, beaucoup de nos professionnels ont réussi à trouver des solutions. Maintenant, c'est la première année depuis presque 10 ans qu'on ne parlera pas forcément de croissance des chiffres d'affaires importantes, donc c'était pas une très bonne année. En tout cas, c'était une année difficile. Oui, rugueuse me paraît un terme assez adéquat. Jean-Luc? Eh bien, bonjour à tous. Alors, oui, au niveau, moi, je pense que Monsieur Charlet a bien résumé cette année et les évolutions qu'on a pu avoir au niveau de cette année 2020. La Chambre aussi a réalisé un sondage auprès de ses adhérents. Euh, il ressort que quand même 75% de nos adhérents n'ont pas eu recours au chômage partiel. Donc, c'est quelque chose qui prouve que l'activité a été quand même soutenue en termes de conseils et de contact client. Euh, la grande majorité s'est organisée pour la mise en place des relations en distance avec nos clients, puisqu'à peu près 86% de nos adhérents ont développé les outils permettant de pratiquer ce conseil à distance et 85% s'estiment à peu près satisfaits des outils mis en place et de cette nouvelle méthode de communication avec nos clients. Très peu de nos cabinets ont eu recours aussi au niveau du PGE, donc ce qui prouve que l'activité est quand même soutenue, même si la majorité prévoit quand même une réduction de leur chiffre d'affaires de l'ordre de 10 à 20%. Donc une année qui a été en termes d'activité une année
forte sur lequel il y a eu beaucoup de contacts clients et beaucoup de conseils pour essayer de rassurer les gens et de les accompagner dans ces périodes-là. Au niveau de la CNCGP, plus particulièrement, on a eu une grosse augmentation du nombre de nos adhérents, puisque en 2020, on a agréé 228 cabinets en plus et 385 adhérents. Donc, grosse activité pour la CNCGP en termes de nombre de nouveaux cabinets. Grosse activité aussi dans les thèmes de la formation, puisque nous avons effectué 5 universités et 48 réunions régionales dont 27 en distanciel par visio, qui ont réuni plus de 3000 CGP tout au long de l'année. Donc, une année riche, mouvementée, qui a beaucoup bougé, qui génère une petite baisse de chiffre d'affaires pour nos cabinets, mais qui a permis de lancer de nouvelles méthodes de communication et de conseil avec nos clients. Cette résilience s'explique peut-être aussi par le mode de rémunération de la profession. C'est pas la résilience du chiffre d'affaires, en partie oui, mais les clients, il faut pas oublier, ont la capacité aussi de pouvoir quitter leur conseil. Et donc, la résilience du chiffre d'affaires n'est là qu'à la condition que le client reste client du CGP. Et pour qu'il reste client du CGP, il faut l'accompagner, il faut le conseiller, il faut être en contact avec lui. Stéphane? Ben, une année, on va reprendre le terme, d'abord bonne année à tous, hein. Une année rugueuse, certes, personne ne peut le dénier, mais j'ai envie de dire une année réussie. Une année réussie parce qu'en fait, on s'aperçoit que les CGP ont une capacité d'adaptation qui est assez incroyable. Ils ont été présents sur le terrain, ils ont montré qu'ils sont indispensables, qu'ils ont maintenu, je dirais, la relation avec leurs clients, le contact. On le sait bien sûr, ce contact, c'est ce qui est le plus précieux, c'est ce qui fait qu'effectivement aujourd'hui, les clients continuent à aller vers les CGP. Alors certes, bien sûr, comme ça a été dit précédemment, il y a sans doute un peu de baisse de chiffre d'affaires parce qu'on n'est pas sur le même trend. Naturellement pas dans une année très euphorique pour les clients. Certains continuent à bien se porter, avec des entreprises qui vont bien et donc des chefs d'entreprise qui se portent bien. D'autres souffrent, des cadres également. Certains cadres dans certaines professions, on le sait, ont souffert. Mais d'une façon générale, j'ai envie de dire une année réussie parce que face à une telle crise, je pense que c'est quand même incroyable que notre profession ait montré, je dirais, les qualités d'adaptation. Jean-Luc l'évoquait tout à l'heure. Bien sûr, tout le monde aujourd'hui est passé à la connexion telle que nous la pratiquons aujourd'hui pour ce grand forum. La plupart des clients ont tout de suite intégré cette façon de travailler avec des dispositifs et on se rend bien compte que les acteurs, nos concurrents, les grands établissements n'ont pas fait preuve de cette même souplesse. Donc aujourd'hui, voilà, moi j'ai envie de dire que cette réussite est fantastique parce que là encore, elle va nous inscrire dans la durée et montrer que ce que nous avons su faire là, c'est aussi une nouvelle façon de travailler qui va nous aider dans nos relations avec les clients. On y reviendra sans doute dans la façon dont les cabinets évoluent, mais voilà, je pense qu'on a encore avancé sur ce sujet-là. Oui. Et au niveau de la chambre, pour en dire quelques mots également, eh bien moi je salue nos équipes qui ont su faire preuve là aussi comment dirais-je, euh, d'une adaptation fantastique puisqu'ils ont été présents. On leur a demandé de travailler de chez eux, ils ont travaillé de chez eux. On leur a demandé de revenir dans les locaux, dans les bureaux, ils sont revenus. Donc et toujours, je dirais, avec ce service à nos membres. Et puis, on doit le constater, effectivement, une profession qui se porte bien, puisqu'on a également eu un très beau taux de croissance sur nos membres, et également beaucoup de développement sur tous les aspects formation. Donc, voilà, c'est effectivement une année rugueuse, mais je pense que la profession a bien franchi l'obstacle. Philippe, de ton côté, quelle perception, quel bilan? Et j'ai envie d'ajouter cette question qui me vient à l'esprit quand j'entends ce que vient de dire Stéphane dans la façon de travailler. Est-ce que
la digitalisation du métier est à la... Globalement, effectivement, ça a été une année qui a été difficile, mais je pense que c'est le cas de chacun d'entre nous, avec je dirais une situation qui n'avait jamais été vécue. Alors des crises financières, on en a vécu, mais là, c'était pas une crise financière classique, c'est-à-dire que c'était basé sur surtout la santé des gens. Donc ça veut dire que l'objectif qui a été donné, c'était de retrouver, comme on dit, les fondamentaux. L'humain, plus que jamais, était donc indispensable. Effectivement, Jean-Denis m'avait posé la question concernant la dématérialisation. Eh bien, il fallait associer la dématérialisation avec la relation humaine qui est indispensable et surtout mettre au centre l'intérêt du client, la confiance et la stabilité. Et à partir de là, on a pu continuer à développer une certaine pérennité. Pour ce qui concerne les adhérents de la compagnie, nous avons mis un certain nombre de choses en place pour les soutenir, les accompagner. Notamment, nous avons mis en place un système de résilience de communication. Nous avons développé effectivement tout ce qui pouvait être l'accompagnement en termes de formation, puisque nous avons fait beaucoup de formations en présentiel et là aussi nous sommes développés. Et puis, chose qui est très positive pour la compagnie, c'est que nous remarquons une augmentation relativement conséquente donc du nombre de nouveaux adhérents qui nous rejoignent. Donc, malgré les difficultés que nous avons rencontrées, et puis je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit précédemment, on peut dire que cette année n'a pas été aussi négative. Alors, Jean-Denis, je vous ai entendu parler de résilience de rémunération, et là, plus que jamais, vous savez que je suis un ardent défenseur du système des rémunérations, et ce qui n'exclut pas les honoraires de conseil. Mais je crois que plus que jamais, si nous n'avions pas eu ce système-là, dans l'intérêt et la défense de nos clients, nous aurions effectivement connu quelques problèmes qui auraient été pour moi des problèmes majeurs. Donc l'intérêt de pouvoir maintenir des systèmes adaptés entre les rémunérations, la stabilité des cabinets et aussi pouvoir concilier ça avec le conseil et les honoraires, on voit que c'est tout à fait compatible. Voilà pour ce qui concerne la compagnie, puisque je ne vais pas rééditer ce que je pense que mes collègues ont déjà dit et qui rejoint l'esprit de la profession. Oui, donc je reviens sur la question de la oui, donc je reviens sur la question de la digitalisation. Est-ce que les cabinets sont équipés à la hauteur des défis que pose le surtout, est-ce que la réglementation et surtout, est-ce que la réglementation correspond à ces défis correspond à ces défis parce que quand on voit toute la paperasse qu'implique la souscription d'une assurance vie, on se demande si la réglementation n'est pas has-been. Alors, si je peux intervenir. Nos professions étaient déjà très digitalisées. Ce qui est assez surprenant, c'est d'échanger alors avec souvent des journalistes qui ne sont pas forcément de notre sphère, mais ce qui est amusant, c'est de voir l'image extérieure que renvoyaient nos métiers, où on nous demande si nos professionnels en ont profité pour se digitaliser et s'équiper. Ce qu'il faut dire, c'est que ça fait en 5 ou 6 ans, et ça nous remonte en fait des sociétés qui fournissent le digital à nos métiers, on est passé d'un taux d'équipement de 50% à un taux d'équipement de 80% avant la crise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens étaient équipés et que les outils digitaux, on les avait dans nos entreprises. Donc, il faut se débarrasser de cette idée du CGP qui serait un vieux monsieur dans un bureau et qui travaille avec sa plume et sur un papier fait de velin, si vous voulez. Ça fait bien longtemps qu'on n'en était plus là. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que si nous étions tous équipés d'outils, et d'ailleurs on l'a bien vu, on le voyait tous très bien dans ce que nous payons comme contribution à un fournisseur ou un autre de technologie, ceux qui n'avaient pas encore fini d'apprendre à s'en servir ont fini de le faire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que nos métiers, et ça a été dit avant, se sont occupés de leurs clients. Et comment ont-ils pu le faire dans la situation telle qu'elle était? Eh ben, en utilisant des outils digitaux. Mais et ça c'est important, il y a 2 autres sujets qui vont avec. Le premier, c'est
que pour que ces outils fonctionnent correctement, il faut que la data et les outils avec lesquels ils interagissent fonctionnent aussi correctement. Et là, on a vu, malgré tout, que ça ne s'est pas passé pareil selon qu'on travaillait avec tel ou tel partenaire extérieur, parce que là, on a eu quand même des moments où on s'est rendu compte qu'il fallait retravailler avec des systèmes où on se contentait de scanner du papier et de l'envoyer comme ça, parce qu'il n'y avait pas une pleine compatibilité entre les outils. Ce qui est une situation française bien connue de longue date. J'ai eu l'occasion déjà d'intervenir là-dessus, de faire remarquer que la digitalisation, la France n'était pas spécialement en retard, nos professionnels étaient plutôt en avance, mais qu'une des particularités de la France, c'était la non-compatibilité entre les outils des uns et des autres. Ça, c'est un point qui est quand même assez important. Et puis, le deuxième élément quand même, c'est que il y a certains éléments de résistance à l'utilisation de la digitalisation, aussi côté client, mais vous avez un certain nombre de clients qui n'ont pas spécialement envie de bosser en numérique et qui, en plus, dans cette crise, très spécifiquement, sont un peu repliés dans leur coquille. Mais le digital, on est plutôt bien équipé. Maintenant, dernier point, la loi, puisque l'Europe, du coup, dans le cadre de cette crise, et la France, mais parlons déjà de l'Europe, s'est rendu compte qu'il était nécessaire de digitaliser très très vite l'ensemble de l'écosystème et est en train de lancer un package complet de textes autour du digital que pour ma part, j'ai commencé à regarder, puisque au sein de la FECIF, je m'occupe encore de l'analyse des textes et des réponses aux textes au nom de nos différentes fédérations, euh, qui me paraît assez complexe. Mais donc, nos autorités ont aussi pris conscience que pour nous comme pour d'autres, la réglementation autour du digital en Europe était pas du tout finie. Et c'est ce qui nous prépare malheureusement est un package. J'aurais préféré un texte unique et simple qui simplifierait les choses, mais aussi juridiquement qui serait simple à lire. C'est pas ce qui nous prépare, mais enfin au moins ils ont pris conscience qu'il y avait un certain nombre de problèmes autour de ça. Jean-Luc Delsol, de votre côté, quel est votre commentaire? Est-ce que, par exemple, sur la signature électronique, on a progressé? Est-ce que sur les tests d'adéquation, on est suffisamment à l'heure de la digitalisation? Quel est votre point de vue? Alors, je rejoins ce qui vient d'être dit. On avait, avant la crise, beaucoup de nos adhérents qui étaient déjà équipés d'outils digitaux. Aujourd'hui, c'est à peu près 85% de nos adhérents qui travaillent à partir d'éléments de ce type-là et qui sont satisfaits globalement de ces évolutions-là. Euh, un gros point important à rappeler, c'est la capacité d'interconnexion des différents outils entre eux pour que l'exploitation de la donnée puisse être clairement utile et facile à réaliser. Et je crois que vis-à-vis de nos partenaires fournisseurs, il faut vraiment se passer ce message-là, que c'est pas en isolant leur site internet et en rechignant un petit peu à créer de l'interconnexion avec nos agrégateurs, avec d'autres outils qui protégeront et leurs collectes et leurs actifs, mais que c'est bien en allant vers cette interconnexion et créer la facilité d'échange de données que ça permettra d'avancer sur toute une population. Concernant tout ce qui est les documents d'adéquation et la réalisation des documents d'adéquation en connaissance client, il y a des outils digitaux qui ont été assez bien faits aujourd'hui, qui sont utilisables. Et oui, ça a beaucoup progressé. L'avantage, je dirais, de la crise de Covid, c'est que ça a poussé les gens à aller plus loin et plus vite dans l'utilisation et la réalisation de ces outils digitaux. Donc voilà, ça plutôt un bien. Par contre, nous, au niveau de nos clients, on a plutôt des clients qui sont satisfaits de l'utilisation de ces outils-là et notamment de l'utilisation de la signature électronique. Donc j'aurais tendance à dire que la crise, pour nous, au contraire, je vois plutôt cette crise comme étant un phénomène accélérateur de l'acceptation de nos clients d'utiliser des outils digitaux et de la signature électronique plutôt qu'un retour en arrière. Ah oui, c'est une remarque intéressante. Philippe, de ton côté, Alors, un commentaire?
Oui, un commentaire, bien sûr. Je pense que la crise a eu aussi le mérite de revenir à la réalité. La réalité, aujourd'hui, elle est laquelle? La réalité, c'est que, aujourd'hui, on est dans un monde qui va très vite, qui bouge très vite et auquel il faut s'adapter et essayer d'être suffisamment pédagogue pour expliquer à nos clients l'intérêt effectivement de faire, la dématérialisation et les signatures électroniques. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en associant le côté humain et la dématérialisation, on se rend compte que notre rôle est au centre des intérêts du client, mais aussi et surtout que, on rejoint, l'adéquation de plusieurs métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, notre métier et on le voit notamment avec les plans d'épargne retraite, article 83, transfert des Madelins et cetera, on se rend compte que cette crise a eu le mérite de revenir sur des bases où on associe à la fois la protection, la retraite, la famille, la protection de l'entreprise, etc. Et ça, pour moi, c'est un accompagnement personnalisé qui me paraît être un élément hyper important tant pour le développement, bien évidemment et le suivi auprès du client, que pour un accompagnement global que nous avons, et que nous devons faire. Et plus que jamais justement notre profession, a un bel avenir, et je pense qu'effectivement la réalité, qui nous ramène aux simples choses de la vie et qui nous demande beaucoup d'humilité, parce que malheureusement on voit le nombre de décès qu'il y a pu y avoir ou de malades graves, nous fait prendre conscience que nous avons un métier toujours qui tourne autour de l'humain, en associant effectivement la dématérialisation, le l'aspect à distance, mais toujours avec cet accompagnement, personnalisé. Stéphane, une réaction, un commentaire? Oui, le CGP, bien sûr, était quelqu'un de bien équipé, effectivement, cette image présente à l'esprit et la digitalisation, c'est quand même beaucoup d'outils. On le voit bien quand on parle de CRM, quand on parle d'agrégateurs, quand on parle d'outils pour faire des bilans patrimoniaux, quand on parle d'outils pour avoir, je dirais, des bibliothèques juridiques en ligne. Donc tout ça, c'est déjà dans la plupart des cabinets de CGP. Ce qu'il faut comprendre et faire comprendre, c'est qu'effectivement, sans doute à nos membres, le faire comprendre, c'est que la digitalisation, c'est un process qui est en permanence en marche. Et je crois que cette crise-là a montré que on avait la possibilité, avec le développement des signatures électroniques, qui reste quand même quelque chose d'assez récent, et puis avec les conférences clients que l'on peut faire aujourd'hui en vidéoconférence, montre que voilà, c'est une nouvelle étape qui doit être franchie. Ça a été dit, c'est un facteur accélérant. Ce qui est intéressant, c'est également une façon de montrer à nos clients qu'on est moderne, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est capable rapidement de mettre en place des techniques, j'allais presque dire, qu'ils n'ont jamais vues. Je veux dire, les personnes qui ont 60 ans ou certaines qui sont à la retraite, et quand on leur dit, bah voilà, on va faire une réunion comment dirais-je, en préservant votre santé d'un côté, et de l'autre côté, avec votre ordinateur, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Ils se disent, ah, quand même, mon CGP, il a des moyens, il a des astuces, il est habile, il est adaptable, etc., etc. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis, j'ai envie de dire, in fine, on en parlait il y a quelques années quand on parlait du e-learning, on pensait que le e-learning allait être la panacée. Je pense que on a découvert que les vidéoconférences nous apportent énormément, nous font gagner du temps, mais ça ne sera jamais non plus la panacée. On ne va pas se transformer, je dirais, en pur professionnel cantonné dans son bureau. Je pense qu'on devra trouver ce bon équilibre entre le mixte présentiel pour aller voir le client, parce que, comme l'a dit Philippe, le contact, l'humain, c'est quand même essentiel, et en même temps, bah, cet avantage que procure aujourd'hui cet outil, cette accélération dont on a bénéficié et pour lesquels les CGP ont su s'adapter rapidement. Maintenant, un dernier point sur les questions qui étaient posées par rapport à nos autorités. Je dirais, nous, on sait qu'on montre qu'on est très adaptable. Maintenant, est-ce que nos autorités vont nous laisser, je dirais, le champ libre pour être effectivement, enfin, pour avoir cette souplesse dans nos relations avec nos clients? Là, je dirais que ça dépend des textes qui nous seront imposés. Mais nous, en tout cas, on montre qu'on sait le faire. Bien, puisqu'on est dans le temps des vœux et des bonnes résolutions pour la nouvelle année, j'aimerais savoir ce que chacun d'entre vous aimerait faire évoluer cette année.
Et j'ai envie d'ajouter un point qui me paraît inquiétant. On a vu avec ce confinement se développer beaucoup d'arnaques. Est-ce que le niveau d'alerte de votre côté est suffisant pour aider vos adhérents à alerter à susciter la méfiance de vos clients? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire dans ce domaine-là? Ah bah, nous, on a même porté l'affaire devant le procureur national financier, donc c'est vous dire. Si on parle d'arnaque. Alors, commençons par ce que l'on voudrait faire cette année. Je veux dire, en tant qu'organisation professionnelle, continuer à accompagner nos membres. On a produit énormément de notes, de kits, de gestion de crise, de comment on doit réagir dans son entreprise. On va continuer, puisqu'on on voit bien qu'on est rentré dans une année où il y a 3-4 mois, tout le monde se disait le 1er janvier, tout est fini, on est dans un monde qui redevient normal. C'est pas le cas. Et donc, on est parti pour de nombreux mois qui vont être comme 2020, où il va falloir gérer en fonction de ce qui va arriver. Ça, c'est quand même assez important de le garder en mémoire quand on nous demande ce qu'on sont nos objectifs. Chacun d'entre nous peut avoir ses objectifs, mais l'année dernière, nous en avions aussi, et pourtant, nous avons fait autre chose que ce qui était nos objectifs du départ, au moins pour une grande partie de notre activité, que ce soit en tant que fédération pro et souvent en tant que professionnel, même si à la fin, on n'est pas déçu du résultat. Donc, notre job en tant qu'organisation professionnelle, ce sera d'accompagner, ce sera en effet là où avant on faisait des réunions régionales présentielles, de trouver des moyens de le faire en digital, et puis quand on a une chance de pouvoir le faire, de proposer une option présentielle, de la proposer, continuer à fournir des kits d'aide aussi réglementaires puisqu'on peut nous faire bouger des choses. Travailler le digital, bien sûr, puisque c'est dans les sujets d'actualité. Et puis, il y a quand même quelques gros sujets qui arrivent. Vous parlez des arnaques, mais pour commencer, on aura le 27 janvier, on saura si oui ou non on part vers une autorégulation étendue au monde du courtage. Et ça, il faut quand même comprendre que ce sera un très gros chantier pour nous tous, quoi qu'il arrive, et même si nos 4 organisations soutiennent ça et que nous considérons que nous sommes prêts à pouvoir le faire et à gérer ça, ça ne serait pas un petit chantier. Donc, faut pas l'oublier, celui-ci, s'il se confirme, il sera un axe majeur de notre travail pour nous, pour nos membres, et donc pour nos nouveaux membres qui auront peut-être des besoins légèrement différents de ce que nous avons l'habitude de servir, et puis qui de toute manière souvent découvriront ce qu'une organisation professionnelle peut leur proposer, et donc seront demandeurs de pas mal de choses. Donc il y a ça. Ensuite, sur les arnaques, écoutez, je pense que toutes nos organisations courent un peu les plateaux, les journalistes et autres pour dire, écoutez, ça suffit. Des arnaques, il y en a, c'est pas le fait de nos membres. Nos organisations sont des organisations professionnelles et pas des organisations de consommateurs, donc nous n'avons même pas le droit de mener une action collective au nom de nos membres, ça nous est interdit par la loi française. Donc on est obligé d'attendre que les associations de consommateurs s'en mêlent, et après on nous dit, mais que faisons-nous? On interpelle les autorités, on interpelle les procureurs, on fait porter plainte par nos membres, on court partout, et finalement, eh bien, il n'y a pas une seule action dont nous ayons été avertis par un seul procureur, malgré toutes les plaintes déposées par nos membres et le fait que nous ayons averti les parquets, alors qu'il y a en effet des usurpations on est dans des arnaques, certes, des ventes de choses qui ne doivent pas être vendues, mais on est aussi par un système qui est une usurpation du nom des entreprises, des professions réglementées, ce que l'on peut en voir, une partie des entreprises sont à l'ORIAS, donc une partie des nôtres. Ça prend des proportions considérables, tout le monde le dit, et il se passe pas plus que nos alertes. Alors nous, ce que l'on peut faire une fois qu'on a fait tout ça, ce qui est déjà beaucoup, hein, la presse, les autorités, le procureur, c'est qu'on a créé une partie alerte sur notre site et on indique aux consommateurs comment se comporter et comment et la liste de ceux dont nous savons qu'ils ont été usurpés ou des choses auxquelles il faut faire attention, des produits un peu foireux, excusez-moi du terme, qui circulent, et on l'a mis en plein centre de notre site si un consommateur vient. Et puis pour le reste, on fait une vraie campagne de communication autour de cette thématique. Mais je suis absolument effaré du fait que ça fasse des mois, y compris l'AMF. Il faut quand même voir que même notre autorité nationale fait des communications et des spots télé pour dire attention, il y a des arnaques et des usurpations, et il n'y a toujours aucune réaction, aucun même accusé-réception qui nous soit fait de la part des autorités compétentes pour courir après ça. Je trouve ça scandaleux. Mais voilà, on l'a déjà dit 10 fois, je ne suis pas le seul à l'avoir dit, même l'autorité des marchés financiers le fait. Il se passe quoi? Rien. Jean-Luc Delsol, vous faites le même constat?
Et quelles sont Alors, les bonnes résolutions pour l'année aussi, hein. J'ai relié les deux sujets. c'est par la dernière partie sur tout ce qui est usurpation. Effectivement, on a vu en 2020 une augmentation forte des usurpations pour le compte de nos cabinets. Nous, on a 17 plaintes qui ont été réalisées. Donc, comme le disait Monsieur Charlet, à l'ensemble de la place juridique et à nos autorités de tutelle. 17, c'est quand même pas mal. Sur 17, 9 sites avaient été complètement copiés et usurpés. Et malgré l'ensemble des actions réalisées, il y en a encore 4 qui sont encore en ligne et en mode de fonctionnement et en fonctionnement. Donc je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur cette partie-là. Je pense que et nos autorités de tutelle et l'ensemble des services juridiques français sont pris un petit peu à contre-pied par ces actions-là qui étaient peu connues et peu utilisées et on a beaucoup de mal à faire évoluer les choses dans ce cadre-là. Donc voilà pour cette partie. Sur tout ce qui est nos bonnes résolutions pour 2021, mais, on en a parlé, c'est augmenter la capacité de nos conseillers à pouvoir travailler de façon digitalisée, leur offrir de plus en plus d'outils qu'ils peuvent utiliser pour leur exercice professionnel. On est en train notamment de développer un outil complètement digital permettant de tester la connaissance des clients sur les marchés financiers, leur capacité et leur volonté à prendre des risques, faire des évaluations de marché cibles en fonction des portefeuilles qu'ils peuvent présenter et travailler bien sûr sur tout ce qui est la transparence des frais dans le cadre réglementaire. Donc voilà, offrir des outils à l'ensemble de nos adhérents sur ces positions-là, mais travailler aussi avec nos partenaires fournisseurs pour bien leur faire comprendre que le digital ne doit pas être uniquement au service du fournisseur, mais qu'il remet le client au centre de l'activité et que le digital doit bien être pensé sur comment faciliter la vie à notre client dans l'ensemble de ses actions pour gérer son patrimoine. On parlait tout à l'heure de signature électronique. Moi, je suis un petit peu effaré. Il y a plusieurs organismes certificateurs, il y a plusieurs niveaux de certification, mais lorsqu'un niveau de certification est atteint avec le certificateur X, Y ou Z, il est valable pour tous les cas. Et quand j'entends, moi, des fournisseurs dire ah ben nous, on n'a pas agréé celui-là, on ne travaille pas avec celui-là, donc il faut que votre client refasse son enregistrement, que votre client réapprenne à se servir d'une autre signature électronique. Moi, je trouve qu'on n'est plus dans le monde d'aujourd'hui, on est dans le monde d'hier. Le fournisseur doit comprendre qu'il faut faciliter la vie au client, que le digital est là pour ça et qu'une signature de niveau 3 d'Universign, par exemple, vaut exactement la même chose qu'une signature de niveau 3 chez DocuSign. Donc, c'est pas ceux qui travaillent avec DocuSign ne doivent pas rejeter Universign, c'est la même qualité de signature et elle remplace carrément la signature papier que le client pouvait faire. Donc, il y a un gros travail là-dessus pour que nos partenaires aillent au bout de la digitalisation, qui ne se servent pas uniquement pour leur propre compte et qui ne sclérosent pas indirectement le système. Philippe, du côté de la compagnie des CGP CIF, quelles Les sont les compagnies bonnes résolutions pour l'année? elles sont nombreuses. D'abord, je pense qu'il faut arrêter d'être hypocrite, parce que tout le système sur lequel nous bâtissons le développement économique est un système qui va être de plus en plus rapide, qu'il est, mais qui est de plus en plus rapide, et forcément, la notion de risque ne fait qu'augmenter. Quand je dis il faut arrêter d'être hypocrite, je rejoins bien évidemment tout ce qui a été dit auparavant, mais surtout, il ne faut pas se tromper de cible. C'est-à-dire que les CIF que nous sommes, les CGP et bientôt effectivement les courtiers qui vont rejoindre nos associations, nous sommes avant tout des chefs d'entreprise et des indépendants.
Et cette indépendance, elle a un prix. Le prix de la qualité, le prix du suivi, le prix de la rigueur, parce que tous les jours, c'est nous qui sommes en première ligne. Et moi, ce que je trouve dommageable, c'est que quand je vois l'espèce d'hypocrisie qui est mise en place, où d'un côté, on nous demande de préserver nos clients, qui est tout à fait normal, de mettre en place une réglementation qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est de plus en plus lourde, mais qui demande beaucoup de pédagogie, de temps passé. Et à côté de ça, d'avoir des organismes fournisseurs, assureurs, banques, etc., où s'il n'y a pas un certain chiffre d'affaires qui est réalisé, ou s'il n'y a pas des objectifs qui sont réalisés, ou s'il n'y a pas ceci ou cela, on nous explique que tout simplement, on ne peut plus les avoir comme partenaires. Alors quand je dis hypocrisie, je ne comprends pas que d'un côté, on nous demande d'être plus blanc que blanc, et je trouve ça tout à fait normal d'être de bons professionnels, mais à côté de ça, que la puissance que peuvent représenter certains organismes fournisseurs, etc., nous empêche de travailler, puisque nous sommes dans un objectif de diversification, nous sommes dans un objectif d'amener à notre client un certain nombre de devis, de conseils, différents, et surtout de pouvoir pas mettre, comme on dit, le vieil adage, tous ses œufs dans le même panier. Or moi, j'ai le sentiment que parfois, il y a des choses qui ne correspondent pas. Enfin, c'est pas un sentiment qui m'est personnel, puisque je suis encore, quand je le peux, sur le terrain avec des clients, mais c'est un message que j'entends très souvent de la part de nos adhérents. Donc, essayons de mettre les choses bien à plat, essayons aussi de voir comment on peut maintenir et associer la notion qualitative du suivi client, la notion qualitative des produits, et un véritable échange avec nos partenaires, y compris d'ailleurs, et je suis d'accord sur ce que je viens d'entendre, y compris d'ailleurs sur les modèles de dématérialisation, de CRM qui sont mis en place, parce qu'au bout d'un certain temps, on ne sait plus ce qu'il en est et comment on va faire. Or, si on veut à la fois apporter un confort, un soutien, un équilibre et une pérennité à notre clientèle, eh bien, ça passe par tout ça. Donc, arrêtons d'être hypocrites, arrêtons de faire semblant, arrêtons de faire du politiquement correct en permanence, essayons de voir réellement ce qui se passe sur le terrain, et je pense que les choses iront nettement mieux. Voilà. Stéphane Fantous, du côté de la CNCEF, quelles sont les bonnes résolutions pour l'année? Quels sont les objectifs? Ah, Stéphane, on n'a pas de son. Ah, vous m'entendez pas là? Si, voilà, très bien, très bien. C'est parfait, là. Voilà. Donc je disais des bonnes résolutions pour nos CGP et des bonnes résolutions pour notre chambre. Pour notre chambre, nous avons l'obsession, je dirais, du service à nos membres, et on vient de voir, je ne vais pas le répéter, les sujets qui sont évoqués, à savoir effectivement comment aider, accompagner nos membres sur les problématiques qui sont les leurs. La digitalisation, on en parlait, et notamment peut-être aujourd'hui avec cette dimension qui est comment dirais-je, la sécurité, la mise en place de la sécurité de leur propre système d'information. Là aussi, on est dans un perfectionnement de la digitalisation, si je puis dire. Il y a également, donc ensuite, des vœux que l'on peut faire pour faire en sorte que le métier soit plus fluide. On l'a dit tout à l'heure, c'est essentiel. L'échange de données, c'est quand même fondamental dans notre univers. Et si effectivement les acteurs ne jouent pas le jeu, si effectivement les acteurs essaient de nous emprisonner dans un dispositif en disant si tu veux travailler avec moi, il faut que tu utilises tel dispositif de signature électronique, alors que c'est comme si on nous disait tu signes un document, si tu ne signes pas en bleu, ça marche pas, si tu signes en noir, nous on reconnaît que le bleu. Il est clair qu'aujourd'hui, toute signature électronique d'un certain niveau a même valeur, quel que soit l'opérateur. Donc là aussi, il faut mettre en place effectivement de la fluidité. Donc ça, c'est ce que je dirais, c'est les vœux que l'on fait, nous, en tant que chambre, pour développer cette obsession, ce service à nos membres. Et puis pour nos professionnels, je dirais que je les invite à continuer sur cette lancée que j'évoquais tout à l'heure, réussie, même si l'année a été rugueuse, à savoir continuer à se moderniser, profiter de cette pression qui nous est mise pour transformer leur cabinet et transformer la façon de communiquer avec
leurs clients en utilisant tous les moyens à notre disposition. La crise et le manque de liberté fait que les clients le comprennent mieux. Donc il faut vraiment, je veux dire qu'on a un momentum assez favorable. À côté de ça, j'ai envie de dire que il faut faire attention. Il faut faire attention, comment dirais-je, aux produits que l'on propose, aux allocations que l'on propose. On est dans un univers où effectivement on a eu une crise sanitaire, mais une crise économique qui est assez monstrueuse. On sait que les banques centrales ont fait un travail colossal, mais la vague des catastrophes va arriver. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement prudent, extrêmement attentif et extrêmement pédagogue sur le sujet avec nos clients. Un dernier point concernant les arnaques. J'aime pas beaucoup ce terme, je dois dire, parce que je pense que ça laisserait supposer que il y a beaucoup d'arnaques dans l'air, et comme nous sommes, je dirais, un certain nombre de patrons d'associations dans cette conférence, dans ce débat, ça laisserait entendre qu'il y a beaucoup d'arnaques dans notre métier. Je pense qu'il y a beaucoup d'arnaques peut-être sur le marché. L'AMF fait état de tout cela sur son site, dans ses publicités, etc. Mais je pense que dans notre profession, les arnaques ou les mauvais players sont quand même pas légion. Il suffit de regarder les condamnations par rapport aux 5000 professionnels que nous sommes. C'est quand même des choses qui sont à la marge. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je pense que c'est plutôt à la marge. Et j'ai plutôt envie de dire que plutôt qu'un on dirait un épargnant cherche à aller seul trouver la bonne affaire sur Internet, se faire accompagner d'un CGP, c'est quand même plutôt un gage de sécurité plutôt qu'un risque d'être entraîné dans une arnaque. Je pense que ça, c'est important. Alors maintenant, effectivement, il appartient à chacun de se déterminer. Hein. Chacun choisit de s'aventurer seul sur la toile ou de se faire accompagner d'un professionnel. Mais j'ai envie de dire que face à cet univers dans lequel il y a beaucoup d'arnaques, bah peut-être qu'effectivement, dans l'univers qui est le nôtre, des CGP qui accompagnent nos clients, dont la mission, effectivement, en tant que chef d'entreprise, c'est d'être des accompagnateurs sur la durée et non pas de faire des coups, eh bien, je pense qu'à nos côtés, ils sont plutôt bien protégés. Bien sûr, Stéphane, mais en l'occurrence, le sujet concerne beaucoup des épargnants, ne serait-ce qu'en entendant récemment la conférence de presse tenue par le parquet national financier, qui estimait cela à plus d'1 milliard d'euros en 5 ans. Bien sûr, ça ne concerne pas seulement la profession, ça concerne toutes ces sollicitations foireuses qu'on trouve sur Internet, que trouvent particulièrement les gens aujourd'hui sur Internet avec le confinement. Justement, puisqu'on parle de sécurité, j'aimerais vous interpeller sur un sujet, puisque le client peut hésiter à se fier à un CGP exerçant en solitaire, ce qui est le cas de la plupart d'aujourd'hui. Quand on regarde les chiffres révélés récemment par l'AMF, on est à 30% des CGP CIF qui sont en réseau. C'est certes en progression, puisque c'était 25% il y a 3 ans. Mais est-ce qu'il ne faut pas inciter plus vos adhérents à se regrouper d'une manière ou d'une autre? Alors, là, pour le coup, moi, j'ai toujours été opposé à ça. C'est-à-dire que c'est pas à nous de les inciter à se regrouper s'ils ont envie de travailler seuls. C'est à nous de veiller à ce que, même seuls, ils aient les moyens d'eux. Et puis, le premier réseau dont ils peuvent disposer, c'est leur association. Donc, si quelqu'un a besoin des services de base, aujourd'hui, les associations françaises, en tout cas, par rapport à ce qui se trouve dans beaucoup de pays, elles proposent des services qu'on propose dans des réseaux. C'est vrai que quand un de nos adhérents vient à décéder, les organisations vont pouvoir aider. C'est vrai que si un de nos adhérents a besoin de chercher à recruter, on va pouvoir l'aider. C'est vrai que les kits réglementaires simplifiés sont donnés par nos associations, et je pense que c'est vrai pour les 4. Donc, le fait de pouvoir travailler seul, c'est un fait. En revanche, et ça c'est vrai, passer certains seuils, ça devient plus compliqué, voire suicidaire. Donc pour cela, dans toutes nos organisations, d'une manière directe ou indirecte, on va les aider dans leur réflexion, dans leur capacité à pouvoir se trouver
y compris des partenaires pour s'associer. Ça, c'est aussi une réalité. Et là, pour le coup, nos réunions digitales répondent assez mal à cette nécessité que certains peuvent ressentir. Alors que nos réunions présentielles leur permettent véritablement de se réunir au moins régionalement et de discuter, et de pouvoir pouvoir envisager des collaborations, et toutes les formes de collaboration dans les types d'échanges que nous créons existent. Donc, le CGP qui travaille tout seul, c'est possible, mais par contre, il faut bien accepter une donnée. Quand on travaille tout seul, on ne peut pas tout faire, donc on est obligé d'avoir un choix de modèle d'entreprise qui est spécifique. Quand on veut aller vers une entreprise de bonne taille, une augmentation de la clientèle et des segments de clientèle touchés et des typologies d'offres, évidemment, il est quasiment impossible de rester seul dans notre métier comme dans les autres d'ailleurs. Donc ça, c'est quand même une réflexion que je voudrais qu'on intègre, parce que ça fait 15 ans qu'on dit tout le monde va se réunir, qu'on dit les petits vont disparaître. Et en fait, toutes les statistiques montrent que les petits sont extrêmement résilients. Quand vous travaillez de chez vous et que vous avez payé vos outils digitaux et que vous avez une cinquantaine de clients et que vous êtes sur une offre standardisée, mais de qualité, vous êtes quasiment immortel. Sauf à ce qu'on vous retire les rétrocessions. Là, on revient sur Philippe, ces sujets-là. Mais vous êtes immortel et vous faites un boulot de qualité. Ceci dit, par contre, vous commencez peut-être à avoir des problèmes pour trouver des offreurs parce que des partenaires ne veulent pas bosser avec les plus petits. Et donc, pour un certain nombre d'offres, y compris techniques, vous allez aller vers des fournisseurs externes de solutions ou vers des grossistes pour les produits. Oui, d'accord. Et après, vous restez un CGP indépendant. Et n'oubliez quand même jamais une donnée, c'est que nous représentons, les CGP sont à l'intérieur du monde des conseils et courtiers. Mais le monde des conseils et courtiers, ce n'est pas celui des agents liés. Si vous voulez créer une très jolie boîte en ayant une marque sur le dos, vous êtes agent général. Donc aujourd'hui, quand on s'étonne qu'on ne monte pas au-dessus de 30%, et c'est vrai, hein, on voit une progression, mais elle semble plafonner vers 30% qui se mettent en réseau, et encore, dans ces réseaux, on qualifie de réseau des gens qui en fait sont utilisateurs forts de grossistes, ce qui est assez différent d'être dans un vrai réseau très marqué. Mais c'est un plafond qui paraît relativement naturel. Peut-être que ce sera un jour 35, mais si un jour c'était 50 ou 55, ça signifierait simplement que le monde des courtiers, le monde des conseillers, est devenu un univers à l'intérieur desquels on travaille dans des grands blocs, exactement comme le monde des agents généraux pour le monde de l'assurance. Eh bien, par nature et juridiquement, ça colle pas. Donc, et ce qui attire vers nos métiers, eh ben, c'est pas forcément ça. Voilà. Donc, et encore une fois, n'oubliez quand même pas une chose, les offres des associations françaises sont assez comparables à ce qui dans d'autres pays se fait dans des réseaux et dans des réseaux seulement. Jean-Luc Delsol, quel est votre point de vue? Je ne pense pas que la CNCGP aille dans ce sens-là. Et vous, à titre personnel, avec votre cabinet Finance Capitole qui rayonne un peu partout en France, je pense que vous êtes plutôt en faveur des regroupements, non? Alors, je pense, il y a deux questions et deux éléments. Il y a à titre personnel et au niveau de l'association. Là, je parlerai au niveau de l'association. Je pense que la CNCGP n'a pas à dicter la façon dont nos adhérents doivent travailler. C'est un choix personnel que chacun doit réaliser en fonction de sa stratégie, de ses souhaits, de l'ensemble de l'activité qu'il souhaite réaliser. La CNCGP est là pour mettre à disposition des outils, de l'information et des équipes pour nos adhérents, leur permettant d'exercer leur profession. Donc, on n'est pas là pour dire la solution est dans le regroupement, dans les associations ou dans l'appartenance à un réseau. Non, la brillante individualité doit pouvoir continuer à s'exprimer s'il souhaite le faire en tant que brillante individualité. Maintenant, ce à quoi on assiste au niveau de nos adhérents, effectivement, on a de plus en plus de regroupements et d'associations parce que nos adhérents, qui sont essentiellement multi-accrédités, puisque aujourd'hui on a plus de 60% de nos adhérents à la CNCGP qui ont les 4 phases réglementaires et les 4 statuts pour pouvoir exercer leur métier. Donc ça veut dire apporter réellement un conseil global à l'ensemble de leurs clients. On assiste donc à des regroupements pour que
l'ensemble des compétences mises ensemble leur permettent d'intervenir sur tous les domaines de la gestion de patrimoine et tous les domaines du conseil. On assiste aussi depuis 2 ans beaucoup à des associations entre des CGP et d'autres professionnels du conseil, que ce soit des professionnels avocats ou experts comptables, sur lequel il y a la création d'une société de communes dans laquelle notre adhérent est le dirigeant de la société commune et l'expert comptable, par exemple, est un des associés. Donc, c'est quelque chose qui est aussi en termes de développement, de créer de l'interprofessionnalité, quelque chose qui se renforce de plus en plus. Stéphane ou Philippe, une réaction? Sur l'inquiétude que pourrait avoir un client de s'adresser à un petit cabinet, entre guillemets, je crois qu'il faut rappeler tout de même que nous ne détenons pas de fonds, ça c'est important. Donc, malgré tout, si demain nous venions à disparaître, les fonds confiés par, comment dirais-je, confiés par le client ne seraient pas en péril. Première chose. La deuxième chose, c'est que nous invitons nous invitons nos membres à mettre en place ce qu'on appelle un mandat de protection future, de façon à ce qu'effectivement il puisse y avoir une pérennité en cas de défaillance du dirigeant. Donc ça c'est un premier point. Donc pour rassurer nos clients, quelle que soit la taille de nos cabinets. Ensuite, bien évidemment, ça a été dit, et je ne peux que redire la même chose, nous n'avons absolument aucune raison euh, de dire ce qu'il faut faire un CGP, surtout qu'il y a plusieurs possibilités d'exercer notre métier. On voit bien que certains vont choisir d'être dans un statut de salarié d'un cabinet de gestion de patrimoine, d'autres vont décider d'être indépendants seuls, d'autres vont décider d'être indépendants en réseau, d'autres vont décider de s'associer. Donc en fait, il y a plusieurs façons d'exercer ce métier. Je crois que les différentes façons répondent à des ambitions personnelles euh, de chacun. Et ce qui est important, c'est d'être conscient de la façon dont on l'exerce et d'être conscient de quelle sera également la sortie, puisqu'à un moment ou à un autre, un cabinet doit se transmettre. Donc, quel est le momentum pertinent pour transmettre, de quelle façon je vais pouvoir le transmettre, à qui je vais pouvoir le transmettre. Et selon la taille, selon le mode d'exercice, eh bien, les sorties, bien sûr, seront différentes. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Malgré tout, il est vrai que l'apport des réseaux est intéressant. Nous sommes, bien évidemment, comme ça a été dit, le premier réseau, puisque appartenant à une organisation professionnelle, tout CGP donc appartient à une association, et l'association est le premier réseau, quelle que soit l'association, bien sûr. Deuxièmement, effectivement, et on y trouve beaucoup d'éléments sur les aspects réglementaires, sur les aspects éventuellement même conseils quand le dirigeant peut se retrouver dans une difficulté, quelle qu'elle soit, avec un client, avec un fournisseur, etc., etc. Donc on a ce rôle-là de premier niveau, si je puis dire, de premier rang de réseau. Et puis derrière, les réseaux, entre guillemets, à vocation commerciale, qui permettent d'avoir accès à des produits, d'avoir accès à une espèce de support second niveau, sont intéressants, sont importants, apportent, je dirais, une dimension supplémentaire au CGP et permettent sans doute, je dirais, de concilier, parce qu'on a parlé effectivement souvent de concentration de notre profession, et je pense que la réponse qui est faite avec les réseaux est ce qui permet de concilier le fait de travailler en association avec plusieurs autres confrères qui permettrait effectivement d'avoir un gros cabinet, ou bien la possibilité de travailler en restant seul et indépendant, tout en ayant le service que propose un réseau, enfin, tous les services que proposent ces réseaux-là. Et donc, il y a différentes formules, et je crois que toutes ont leur raison d'être et peuvent trouver comment dirais-je, leur place dans le, comment dirais-je, dans le maillage du territoire, dans le maillage comment dirais-je, que nous avons vis-à-vis de nos clients. Philippe Feuille, un commentaire. On va essayer d'être plus bref parce qu'on arrive au terme du débat, hein. Alors, je vais être très, très factuel. Moi, j'aurais 3 mots forts. Le premier, c'est l'indépendance.
Si nous avons choisi ce métier, c'est pour être indépendant. Le deuxième, c'est la liberté. Et le troisième, c'est catalyseur. C'est-à-dire que nous sommes, j'ai entendu parler d'interprofessionnalité, bien évidemment, je suis d'accord. Nous sommes des catalyseurs. Nous sommes là pour suivre pendant des années nos clients. Nous sommes là pour leur apporter une valeur ajoutée qui est la valeur à la fois humaine, d'écoute, de proximité, d'accompagnement sur du long terme, tant sur le plan familial que sur le plan professionnel. Donc à partir de là, si nous avons choisi de faire ce métier, c'est justement pour ne pas tomber dans le giron d'un certain nombre de groupements qui pourraient, à un moment donné, devenir tellement fédérateurs que ça ferait l'effet inverse. Alors bien sûr, nos associations sont là, nous sommes là pour leur apporter à la fois la défense de leurs intérêts auprès de nos adhérents. Nous sommes là aussi pour leur apporter, toutes les formations, connaissances, et autres, accompagnements réglementaires. Donc je pense qu'aujourd'hui, sur le plan des 4 associations, nous devons être capables de pouvoir, conforter l'indépendance de nos adhérents, de pouvoir conforter la liberté dans laquelle ils sont et puis après à eux de pouvoir choisir. On est avant tout, comme je disais tout à l'heure, des chefs d'entreprise avec plus ou moins d'objectifs de développement, mais dans tous les cas de figure, en gardant cette liberté parce que petit à petit, j'ai le sentiment là aussi, c'est un peu mon côté révoltant de début d'année, mais j'ai l'impression que petit à petit, on veut nous enlever toute forme de liberté d'une manière ou d'une autre. Alors, restons indépendants et libres. Bien, on arrive au terme de ce débat. Je voudrais juste terminer par cette question. Avec le confinement, je pense que beaucoup de jeunes ou parfois de moins jeunes s'interrogent sur leur métier, notamment des gens qui trouvent que les process sont devenus un petit peu trop contraignants dans les banques et dans les banques privées et s'imaginent devenir CGP indépendants. Quel conseil avez-vous envie de donner à tous ceux qui envisagent de s'installer comme ça, de quitter les grandes villes et d'aller parfois dans des villages plus agréables où ils vont pouvoir s'installer et mettre à profit leurs compétences financières? Quel conseil vous avez envie de leur donner? Vous avez deux questions là-dedans. La première, c'est partir de la grande ville, et la deuxième, c'est se mettre à leur compte. Et les deux sont deux choses très très différentes. Pour la deuxième, qui est s'éloigner, mon Dieu, on ne crée pas une entreprise sans avoir regardé si elle sera viable dans la zone où on s'installe, et pour plein de raisons. Et là, on n'aurait pas le temps si vous voulez une réponse courte. Ça, c'est quand même, mais c'est un point non neutre. On ne peut pas créer une entreprise sans regarder ça. La deuxième, nous rejoindre. Le conseil, s'ils envisagent un projet comme ça, il est très simple. Venez voir un professionnel du conseil dans l'installation dans nos métiers, il en existe, ou une de nos associations, parce qu'on va vous répondre, on va vous donner des éléments. Ce qui est très très clair, c'est que oui, nous voyons arriver des gens. Il y a deux populations dans les nouveaux entrants. Les nouveaux entrants qui se sont pas trop renseignés avant et ils découvrent le monde en rentrant dans nos associations. Alors heureusement, on leur donne plein de choses, mais ils découvrent. Et puis il y a ceux qui ont fait la démarche avant de se renseigner. Eh ben, ce que l'on peut leur dire, c'est qu'aujourd'hui, nous proposons tout un tas d'éléments d'information relativement faciles d'accès, en vérité. Et de toute façon, on ne peut pas en faire l'économie de regarder ça quand on veut se mettre à son compte. C'est suicidaire. Nos associations pourront, bien entendu, les aider. Il faut qu'ils viennent nous voir, et si c'est pas nous, qu'ils aillent voir une entreprise commerciale qui leur fera payer des honoraires, bien sûr, mais qui leur fera tout ce boulot de compréhension dont ils ont besoin. Le grand avantage de nos associations dans ces phases-là, c'est que c'est gratuit. Donc, vous comprenez qu'à travers ça quand même, à travers ce que je viens de dire, je pense que le préalable à tout, c'est de venir nous voir, et si les informations que nous donnons ne sont pas suffisantes, ils pourront toujours aller voir des sociétés spécialisées. Ne pas faire ça me paraît, pardon, débile. Voilà, on va le dire simplement. Ce qu'on a connu il y a 50 ans, ou il y a 30 ans encore, il y a 30 ans ça pouvait marcher, on partait la fleur au fusil, j'en ai fait partie. On revenait, on n'avait rien devant soi, mais on disait j'ai envie de créer une boîte et de monter un truc de GP, ça a l'air bien et j'ai la formation pour. Hop, on démarrait, on n'avait pas un client et on voyait après. Et ben, ce que j'ai fait moi il y a très longtemps, c'est plus faisable de façon, c'est suicidaire. Voilà, donc faut pas le faire. Mais pour autant, c'est un beau métier, il y a de la place et nous pouvons donner des informations. Ceci dit, entre nous, et vous voyez bien le poids de la réglementation, je suis obligé de dire que ce que j'ai fait, faut plus le faire. Et ça, c'est très massivement le poids de l'évolution de la réglementation.
Jean-Luc Delsol, votre conseil, en plus vous, j'imagine qu'avec votre réseau, vous recrutez beaucoup. Donc quel conseil donner et quelle erreur à éviter? En essayant d'être bref, hein, parce qu'on arrive au terme. Alors, en essayant d'être bref, il ne faut pas oublier que la création d'un cabinet, c'est la création d'une entreprise. Que comme sur une création d'entreprise, il faut que la personne qui va le faire fasse une analyse claire sur, un, sa capacité à le faire et sa capacité à apporter une valeur ajoutée à ses clients. Deux, s'assurer qu'il a un réseau relationnel suffisant pour pouvoir le faire vivre. Et trois, bien sûr, soit venir dans nos associations pour savoir comment s'exerce réellement le métier, quelles en sont les contraintes, quels en sont les coûts. Et là, je dirais, pour quelqu'un qui s'installe, je crois que le recours à un réseau déjà constitué dans lequel il va pouvoir s'épanouir, se développer et trouver des réponses à toutes les questions qu'il va avoir au fur et à mesure du développement de sa société est quelque chose d'essentiel. Philippe Feuille? Alors, moi, j'aurais juste un mot parce que nous avons effectivement des jeunes qui nous rejoignent. Ça Ne serait serait-ce que tes filles dans ton cabinet. oui, oui, entre autres, effectivement, et des masters qui nous rejoignent en ce moment, etc. Je pense que d'abord, c'est croire en eux. Deuxièmement, c'est d'avoir surtout des business plans et une comptabilité analytique dans tous les sens du terme qui soit parfaitement assumée et effectivement, les associations peuvent les aider dans ce sens parce que démarrer, comme disait notre ami David, la fleur au fusil, c'était bien il y a quelques années, mais ça n'est plus possible aujourd'hui. Et puis surtout, croire en l'avenir d'une profession comme la nôtre, qui est une très belle profession, malgré toutes les contraintes, tout ce que l'on peut entendre, etc. On se rend compte que c'est vraiment une profession d'avenir, à condition de pouvoir marier l'ensemble des statuts et de pouvoir apporter toutes les valeurs ajoutées que nous pouvons donner à notre clientèle. Voilà. Donc moi, je serai sur une note très positive. Il y a de très belles choses à faire. Les clients ont besoin de nous. La seule chose, nous sommes des chefs d'entreprise et un chef d'entreprise, il doit savoir au départ où il va mettre les pieds, les difficultés qu'il va rencontrer. C'est pas un long fleuve tranquille, mais il y a un bel avenir. Stéphane? Ça sera le mot de conclusion, a priori, Stéphane. On parle bien des jeunes, moi je ne réponds pas à la question, les gens qui s'installent, je parle bien des jeunes. Et je dis que pour les jeunes qui donc aujourd'hui pour la plupart font un master en gestion de patrimoine, j'ai envie de dire que l'avenir est chez les CGP, c'est là où c'est vivant. Deuxièmement, je dirais effectivement que partir de rien tout seul, c'est difficile. Je pense que beaucoup de masters aujourd'hui proposent la formation universitaire avec en parallèle la démarche d'apprentissage. Je pense que c'est une bonne façon de rentrer dans la profession, de faire de l'apprentissage, enfin de passer par l'apprentissage. Ça permet soit de s'intégrer à de petits cabinets qui ont déjà un volant d'affaires et s'inscrire peut-être dans la durée pour une reprise de façon à ne pas partir à partir de rien, soit dans une autre approche, s'inscrire dans un grand cabinet avec plus une démarche de salariés, voire à terme d'associés. Donc voilà, pour moi, la filière des jeunes, elle est là et effectivement, on a un beau métier. Le chemin n'est pas très compliqué, les études, l'apprentissage et ensuite le choix dans lequel on fait cet apprentissage pour voir sur le terrain ce qu'est notre métier. Bien, messieurs, on arrive au terme de ce débat. Il me reste à vous remercier d'avoir participé à cet échange entre présidents dans le cadre du Grand Forum du patrimoine. Et puis, j'avais encore plein d'autres questions à vous poser, mais ça sera pour une prochaine fois. Voilà, je vous remercie d'avoir participé. À très bientôt. Et puis surtout, bonne année 2021. À très bientôt, messieurs. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.